Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de droit administratif et on va parler plus précisément de la notion de service public. Alors ce qu'il faut dire pour commencer, c'est qu'il n'existe pas de définition légale du service public. Mais aujourd'hui, la jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire qu'un service public, c'est une activité d'intérêt général exercée directement par une personne publique ou sous son contrôle. Donc qu'est-ce qu'on comprend de cette définition? Eh bien on comprend qu'il existe deux éléments constitutifs du service public. Premièrement, le service public correspond à une activité d'intérêt général, c'est ce qu'on appelle l'élément matériel. Et puis deuxièmement, le service public est rattaché, directement ou indirectement, à une personne publique, et ça c'est l'élément organique. Et donc, dans cette vidéo, on va analyser un peu plus en détail chacun de ces deux éléments constitutifs du service public. Commençons donc avec l'élément matériel, l'activité d'intérêt général. Pour qu'il y ait service public, il faut que l'activité réponde à un besoin d'intérêt général. Alors il est difficile de définir cette notion d'intérêt général, parce que c'est une notion subjective qui varie en fonction des époques. À une certaine époque, une activité pourra ne pas être considérée comme répondant à un besoin d'intérêt général, et puis par la suite, le juge pourra décider au contraire qu'il s'agit bien d'une activité d'intérêt général. Donc c'est une notion fluctuante. Mais ce qu'on peut dire globalement pour tenter de définir cette notion d'intérêt général, c'est que l'intérêt général correspond à un besoin collectif de la société que les pouvoirs publics estiment devoir prendre en charge ou encadrer. Généralement parce que les initiatives privées ne suffisent pas à répondre à ce besoin. Donc il y a un besoin de la population, et face à ce besoin, les pouvoirs publics ils se disent on ne peut pas laisser ça à des acteurs privés, il faut qu'on intervienne. Mais alors quels sont ces besoins de la population? Soyons très concrets ici. Par exemple, la population, elle a besoin de se soigner, elle a besoin de pouvoir se déplacer, elle a besoin d'être éduquée, elle a besoin d'être en sécurité. Et donc, les activités qui répondent à ces besoins de la population vont être qualifiées d'intérêt général. Et donc ainsi, la notion d'intérêt général englobe des activités diverses. Elle englobe d'abord ce qu'on appelle les activités régaliennes. Donc ça va être tout ce qui est la police, la justice, la défense nationale, etc., etc. Elle englobe également, par exemple, les soins dispensés dans les hôpitaux, les transports en commun, le ramassage des ordures ménagères, l'enseignement, la culture, et même par exemple le tourisme. Par exemple, le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt de 1988, que l'organisation d'un festival de la bande dessinée par la commune de Hyères avait un intérêt général d'ordre culturel et touristique. Et cette notion d'intérêt général, elle englobe même, par exemple, les loisirs. Par exemple, l'organisation de compétitions sportives relève de l'intérêt général. Et puis également, un centre aquatique qui comprenait notamment une piscine olympique et un espace bien-être avec une salle de fitness, un sauna, un hammam, etc. etc. Eh bien, le tribunal des conflits, dans un arrêt de 2017, a jugé que ça correspondait à une activité d'intérêt général. Ça, c'est donc le premier élément de la définition du service public, l'élément matériel, l'activité d'intérêt général. Mais pour être qualifié de service public, l'activité doit non seulement être d'intérêt général, mais elle doit également être rattachée à une personne publique. Et ça, comme on l'a dit, c'est l'élément organique. Cet élément organique, ce rattachement à une personne publique, il recouvre deux hypothèses. Première hypothèse, on a une personne publique qui assure elle-même, avec ses moyens propres,
l'activité. Cette hypothèse, c'est donc l'hypothèse de l'exercice direct d'une activité de service public par une personne publique. C'est l'hypothèse la plus fréquente. La majorité des services publics sont effectivement gérés par une personne publique, que ce soit l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public. Par exemple, les activités régaliennes, donc la police, l'armée, la justice, sont prises en charge par l'État. Également, l'enseignement est géré par les collectivités territoriales. Les communes gèrent les écoles maternelles et élémentaires, les départements gèrent les collèges, les régions gèrent les lycées. Mais donc, lorsqu'une activité d'intérêt général est gérée par une personne publique, alors il s'agit d'un service public. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse où la personne publique délègue l'exercice de l'activité à une personne privée, qui peut être par exemple une société ou encore une association. Et cette personne privée, elle exercera alors l'activité sous le contrôle de la personne publique. Donc ici, il y a bien un lien avec une personne publique parce que certes, c'est une personne privée qui gère l'activité, mais elle le fait sous le contrôle de la personne publique. Il y a donc un lien indirect avec une personne publique. Mais donc, une activité d'intérêt général gérée par une personne privée peut être un service public. Toutefois, dans cette hypothèse, la qualification de service public est un peu plus compliquée. Autant pour l'hypothèse précédente, la qualification de service public ne soulève pas de difficulté. À partir du moment où une activité d'intérêt général est gérée par une personne publique, c'est un service public, tout simplement. Mais autant, s'agissant de l'hypothèse d'une activité d'intérêt général gérée par une personne privée, il ne s'agit pas nécessairement d'un service public. En réalité, une activité d'intérêt général gérée par une personne privée sera qualifiée de service public à la double condition que la personne privée soit placée sous le contrôle de la personne publique et également qu'elle dispose, pour l'accomplissement de cette mission, de prérogatives de puissance publique, en application de l'arrêt Narcy de 1963. Toutefois, même en l'absence de prérogatives de puissance publique, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Et ça, c'est ce qui ressort de l'arrêt Aprey de 2007. Et donc ainsi, si on résume, pour déterminer si une activité d'intérêt général gérée par une personne privée est un service public, le juge, il procède en deux temps. D'abord, il regarde si la personne privée dispose, pour exercer l'activité, de prérogatives de puissance publique, condition posée par l'arrêt Narcy. Et si effectivement la personne privée dispose de prérogatives de puissance publique, à ce moment-là, la jurisprudence Narcy s'applique, et il faut alors vérifier l'autre condition posée par l'arrêt Narcy. Il faut donc vérifier que la personne privée est placée sous le contrôle de la personne publique. Et si ces conditions sont remplies, on considère, en application de l'arrêt Narcy, que l'activité est un service public. Ça, c'est la première étape. Mais ensuite, si jamais la personne privée ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, dans ce cas-là, le juge se réfère au faisceau d'indices de l'arrêt Aprey. Il va donc regarder, comme on l'a dit, les conditions de la création de la personne privée, également les conditions de son organisation, de son fonctionnement. Il va regarder aussi si la personne publique impose à la personne privée
des obligations de service public. Il va regarder également si la personne publique prend des mesures pour contrôler la bonne exécution de ses obligations. Et en fonction de tout ça, en fonction de tous ces indices, il va se demander, est-ce que la personne publique a voulu confier à la personne privée une activité de service public? Et si effectivement, il apparaît que la personne publique a voulu confier à la personne privée une activité de service public, eh bien, l'activité sera considérée comme un service public. Si en revanche, il apparaît que la personne publique n'a pas voulu confier à la personne privée une activité de service public, eh bien alors l'activité ne sera pas considérée comme un service public. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre cette notion de service public. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais moi, ça m'aide énormément à faire connaître mon travail à plus de monde. Et donc sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.